7h12 du matin. 4 coups secs ont retenti contre ma porte d'entrée, assez fort pour me faire sursauter alors que je m'apprêtais à attraper le bocal de chicorée. Je n'avais même pas encore mis la cafetière en route. Le soleil dépassait à peine les toits en ardoise de notre quartier de Nantes, et déjà le calme matinal que j'avais prévu pour moi-même s'était envolé. Puis mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Presque. La femme de ton fils ne veut pas nous laisser entrer. La voix d'Élodie a explosé dans le haut-parleur. Marguerite, c'est ridicule. Pas de bonjour, pas de bon matin. Pas même une question sur mon état de santé, juste une accusation. Je n'ai rien dit. À la place, j'ai marché prudemment vers la fenêtre de l'étage et j'ai écarté le rideau de dentelle. Ils étaient là, Élodie, Bastien, et les enfants, tous les 4 debout sur mon perron comme s'ils avaient tous les droits d'être là. 2 énormes valises de marque gisaient à côté d'eux. Des sacs de course en plastique étaient empilés près de la rambarde. L'un des petits avait laissé tomber son biberon sur la marche. Un autre s'appuyait contre une valise, se frottant les yeux ensommeillés. Il n'y avait pas de voiture. C'est ce détail qui m'a tout dit. Il ne venait pas pour une visite. Il venait s'installer. Il n'avait pas téléphoné la veille. Il n'avait pas demandé si j'avais la force de recevoir des invités. Il n'avait même pas pris la peine de vérifier si j'étais remise de mon opération. Il savait pourtant. J'avais prévenu Bastien par 2 fois. 3 semaines plus tôt, j'étais rentrée de la clinique après une ablation de la vésicule biliaire. Les médecins m'avaient prévenu que la convalescence serait longue, surtout parce que j'étais encore faible et instable sur mes jambes. Ils avaient raison. Marcher me faisait mal, rester debout me faisait mal. Même respirer trop profondément me lançait parfois des décharges. J'avais envoyé un message vocal à Bastien depuis mon canapé, parlant lentement parce que je n'avais plus l'énergie pour rien d'autre. Bastien, je suis rentrée. L'opération s'est bien passée, mais je ne peux pas encore beaucoup bouger. J'ai besoin d'au moins un mois de repos complet. Pas d'invités, pas de courses à faire pour les autres, pas de service à rendre. J'ai juste besoin de tranquillité. 10 minutes plus tard, il avait répondu, bien sûr maman, repose-toi bien. C'était tout. Aucune offre pour m'apporter des provisions. Aucun comment te sens-tu. Aucun as-tu besoin de quelque chose. Juste repose-toi bien. Une semaine plus tard, j'avais envoyé un autre message pour lui rappeler simplement que je ne serais pas disponible pour aider ce mois-ci et que j'espérais que les petits profitaient bien de leurs vacances scolaires. Rien. Pas même un petit pouce levé. Alors, quand j'ai vu ces valises sur mon perron, j'ai compris. Il ne m'avait pas mal comprise. Il m'avait ignorée. J'ai lâché le rideau. Élodie parlait toujours fort dehors. Marguerite, ouvre la porte. J'ai baissé le volume du téléphone. Puis j'ai rempli la bouilloire. Les coups à la porte ont continué. Je n'ai pas répondu. Pendant des années, j'avais toujours répondu. J'avais ouvert cette porte pour des urgences en pleine nuit, pour des gardes d'enfants imprévus, pour des sorties d'école oubliées, pour faire leurs courses au supermarché, et pour d'innombrables services déguisés en obligations familiales. Mais ce matin-là, quelque chose en moi s'était enfin apaisé. Je n'étais pas assez en colère pour hurler. Je n'avais pas peur. J'avais simplement fini. 3 jours plus tôt, j'avais appris autre chose. Ma voisine, Monique, m'avait arrêtée alors que j'arrosais les géraniums près de mon entrée. Marguerite, m'avait-elle dit d'un ton léger. Est-ce que Bastien a encore loué sa maison? Je l'ai regardée avec étonnement. Loué. Elle a hoché la tête. Un jeune couple s'est installé hier. Une grosse voiture blanche immatriculée à Paris. Ils avaient l'air de s'installer pour un bon moment. J'ai remercié Monique et j'ai souri jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Puis je suis rentrée et j'ai fermé la porte. C'est là que les pièces du puzzle se sont enfin assemblées. Leur maison n'était pas en travaux. Ils l'avaient louée sur une plateforme de vacances. Ils avaient apparemment prévu d'encaisser 2 mois de loyer touristique tout en m'envoyant les enfants. Pas de baby-sitter à payer, pas de frais de nourriture supplémentaires, aucun bouleversement dans leur propre vie,
juste leur mère, leur solution gratuite. Et soudain, je me suis souvenu de toutes les autres fois où ils avaient fait quelque chose de similaire. Quand Élodie voulait faire un break, j'avais gardé les enfants pendant 9 jours. Quand Bastien voyageait pour son travail de consultant, j'avais annulé un rendez-vous chez le dentiste que j'attendais depuis 6 mois. Quand ils avaient besoin de quelqu'un pour récupérer les petits, mon emploi du temps devenait systématiquement sans importance. J'appelais cela aider. Ils appelaient apparemment cela ma responsabilité. Ce matin-là, debout derrière ma porte verrouillée, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils avaient besoin de leur mère. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de ce que leur mère pouvait fournir. Et pour la première fois en 40 ans, j'ai décidé que je ne fournirais plus rien. Je me tenais dans la cuisine, une main posée sur le plan de travail, écoutant les coups à la porte s'estomper pour laisser place à un silence colérique. Pendant un instant, je me suis demandé si j'étais cruelle. Puis je me suis souvenu du message envoyé à Bastien. Pas d'invité, pas de service. J'avais été claire. Il n'y avait rien de cruel à attendre que quelqu'un respecte une consigne. Je me suis versé une tasse de café et je l'ai emporté au salon. Mon corps n'était pas encore solide. La chirurgie m'avait épuisé, et chaque trajet à travers la pièce me rappelait que j'étais censé me reposer. Au lieu de cela, je devais gérer 4 personnes arrivées sans permission. Mon téléphone a vibré. Un message de Bastien. Maman, qu'est-ce que tu fais? Élodie dit que tu refuses de nous laisser entrer. J'ai fixé ces mots. Pas de est-ce que ça va? Pas de est-ce qu'on t'a contrarié? Pas de on n'aurait pas dû venir. Il n'était inquiet que d'une chose. Pourquoi est-ce que je ne coopérais pas? J'ai posé le téléphone. Une autre vibration est arrivée presque immédiatement. On a vraiment besoin de ton aide. J'ai failli rire. Besoin. Ce mot était devenu leur excuse préférée. J'ai regardé vers la fenêtre à travers le rideau. Je pouvais voir Élodie faire les 100 pas sur le perron. Elle tenait son téléphone contre son oreille, appelant probablement quelqu'un qui n'entendrait que sa version des faits. Les enfants s'impatientaient. L'un était assis sur une valise. Un autre dessinait sur le sol avec une craie bleue. Bastien se tenait à quelques mètres de là, les mains dans les poches, fixant le sol. Il avait l'air mal à l'aise, mais le malaise n'est pas synonyme d'innocence. Il savait. Peut-être n'avait-il pas tout organisé lui-même, mais il savait que sa femme avait loué leur maison. Il savait que les enfants avaient besoin d'un endroit où loger. Il savait que je venais d'être opérée et il les avait quand même amenés ici. C'était suffisant. Mes pensées sont revenues à un autre matin, plusieurs années auparavant. Je me remettais d'une pneumonie. Ma poitrine me faisait souffrir dès que je respirais, et le médecin m'avait spécifiquement dit d'éviter le stress et les efforts. Ce soir-là, j'avais entendu de la musique en bas. Au début, j'ai cru que j'imaginais. Puis sont venus les rires, les bruits de verre, les bruits de pas. J'ai ramené ma couverture sur mes épaules et je suis descendue lentement au salon. Il y avait presque une douzaine de personnes chez moi. Élodie avait invité des collègues. Mes meubles avaient été poussés contre les murs. Une table pliante occupait le centre de la pièce. Des boîtes de quiche et de pizza étaient empilées près de ma cheminée, et quelqu'un avait posé une bouteille de vin ouverte à côté de mon orchidée. Élodie m'a regardée et a souri. « Ah, tu es réveillée. » Je me souviens l'avoir fixée. « Je pensais que tu te reposais », a-t-elle ajouté. Je voulais lui demander pourquoi elle n'y avait pas pensé avant de remplir ma maison d'inconnus. Au lieu de cela, j'ai regardé Bastien. Il se tenait près de la cheminée. Il a vu mon visage pâle. Il a vu la couverture sur mes épaules. Il a entendu ma respiration sifflante. Et il n'a rien dit. Pas un mot. Plus tard, après que tout le monde fut parti, je l'ai trouvé dans la cuisine. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il s'est frotté la nuque. Maman, ce n'était pas grave. Cette phrase est restée gravée en moi. Pas parce que la fête était importante, mais parce qu'elle révélait quelque chose. Si mon inconfort le dérangeait, il préférait faire comme s'il n'existait pas. Je suis revenue au présent et j'ai regardé la porte d'entrée.
Les coups ont recommencé. Cette fois, je n'ai pas bougé. Mon téléphone a sonné, c'était Bastien. J'ai répondu. Maman, sérieusement. Sérieusement quoi? Tu rends les choses impossibles. Non, j'ai dit calmement. Vous avez rendu les choses impossibles quand vous avez amené 4 personnes chez moi après que je t'ai dit que je ne pouvais pas recevoir d'invités. On ne savait pas quoi faire d'autre. Tu as loué ta maison. Silence. J'ai entendu sa respiration changer au bout du fil. Comment tu le sais? Monique a vu les locataires s'installer. Un autre silence. Puis il a baissé la voix. Maman, c'était temporaire. Comme tout le reste quand vous voulez obtenir quelque chose de moi. Ce n'est pas juste. Ceci non plus, il a soupiré. Tu vas vraiment nous laisser dehors. J'ai regardé la porte verrouillée. J'ai passé 40 ans à ouvrir cette porte. Et maintenant j'apprends à la garder fermée. Il n'a pas répondu. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, c'est la famille. J'ai fermé les yeux. Alors la famille devrait mieux se comporter. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Je suis allé dans le couloir et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mon classeur de succession depuis des années. Il était épais, noir, et soigneusement organisé. À l'intérieur se trouvait mon acte de propriété, mes papiers d'assurance, mes relevés financiers, mes directives médicales et mes documents de bénéficiaire. Je l'avais créé après la mort de mon mari. À l'époque, je pensais que tout organisé était simplement une preuve de responsabilité. Maintenant, je réalisais que c'était aussi une forme de pouvoir, et j'avais peut-être oublié qu'il m'appartenait. J'ai posé le classeur sur la table. Puis je l'ai ouvert. J'ai ouvert le classeur lentement. Pendant des années, je l'avais gardé dans ce tiroir, intact, sauf quand les papiers devaient être mis à jour. La couverture noire était usée au coin. Je suis allé à la section des bénéficiaires. Il y avait le nom de Bastien, mon fils, la personne dont j'avais supposé qu'elle me protégerait toujours parce que j'avais passé ma vie entière à le protéger. À côté de son nom se trouvait celui d'Élodie. En dessous du sien, il y avait une note concernant l'avenir des enfants. J'avais tout organisé avec soin. Leur compte d'épargne pour les études, les fonds d'urgence, les instructions pour la propriété, les décisions médicales. Je croyais construire la sécurité de la famille. Mais en regardant ces noms ce matin-là, j'ai ressenti quelque chose de différent. Je me sentais idiote. Pas parce que je les avais aimés, mais parce que j'avais confondu l'amour avec un accès illimité. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était Élodie. J'ai laissé sonner. Puis un autre message est apparu sur l'écran. Les enfants sont fatigués. Tout ceci est inutile. J'ai fixé le message pendant plusieurs secondes, inutile. Voilà ce qu'était devenu ma limite, un simple inconvénient pour eux. J'ai posé le téléphone à côté du classeur et j'ai pris une feuille de papier. Puis j'ai commencé à faire des changements radicaux. J'ai retiré Bastien comme personne autorisée à prendre certaines décisions médicales pour moi. J'ai choisi Léa à la place. C'était ma voisine d'en face, mais plus important encore, elle m'avait montré quelque chose que ma propre famille ne m'avait pas montré. La fiabilité. L'hiver dernier, quand j'avais été malade et que j'avais du mal à respirer, Léa m'avait conduite aux urgences sans que j'aie à le demander 2 fois. Elle avait attendu à mes côtés. Elle m'avait apporté de la soupe après. Elle n'avait jamais traité la gentillesse comme un investissement. Venaient ensuite les documents financiers. J'ai changé la personne responsable de la gestion des fonds d'études des enfants. Cette décision m'a fait mal. Ces enfants n'étaient pas responsables des choix de leurs parents. Mais je savais aussi une chose importante. Je pouvais me soucier d'eux sans continuer à financer les adultes qui exploitaient ma générosité. J'ai choisi ma nièce. Ce n'était pas quelqu'un qui appelait dès qu'elle avait besoin de 500 €. Elle ne demandait pas constamment des services. Une fois par mois, elle prenait de mes nouvelles simplement parce qu'elle voulait savoir comment j'allais. Cela comptait plus que ce que j'avais compris auparavant. Je suis arrivée à la dernière section, mon testament.
J'ai lu attentivement les anciennes clauses rédigées chez le notaire. Puis j'ai ajouté une nouvelle mention manuscrite. Rien de dramatique, rien de méchant, juste quelque chose de clair. Toute personne ayant ignoré de manière répétée mon état de santé, mes limites personnelles ou mon autonomie ne recevrait pas automatiquement les avantages que j'avais prévus autrefois pour elle. J'ai posé le stylo. Pour la première fois de la matinée, je me sentais calme. Dehors, j'entendais encore Élodie. Elle parlait assez fort pour que n'importe qui passant dans la rue puisse entendre. Ma belle-mère refuse de nous aider. J'ai failli la corriger. Je ne refusais pas d'aider. Je refusais d'être utilisée. Il y avait une différence fondamentale. Quelques minutes plus tard, le voisinage a commencé à remarquer la scène. Les gens ralentissaient en passant devant la maison. Une femme de l'autre côté de la rue est soudainement devenue très intéressée par sa boîte aux lettres. Quelqu'un d'autre s'est arrêté pour parler à un voisin. Je m'en moquais. Qu'il regarde. Élodie avait choisi le public. Elle pouvait leur raconter l'histoire qu'elle voulait. Je n'allais pas sortir pour me défendre. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a serré l'estomac. Elle a dit qu'on avait changé les serrures pour les enfermer dehors. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais changé les serrures après avoir réalisé que j'avais besoin d'une meilleure sécurité pour ma maison, mais je ne l'avais pas fait spécifiquement à cause de ce matin. J'avais simplement décidé de ne pas leur donner de nouveaux doubles après. Ils avaient supposé qu'ils y avaient droit d'office. Cette supposition était le cœur du problème. Je suis retournée à mon fauteuil et je me suis assise. Le téléphone a sonné à nouveau. Bastien, j'ai répondu. Maman. Sa voix semblait épuisée. Quoi? Est-ce que tu peux juste les laisser entrer? Non, s'il te plaît. Non. Tu rends les choses bien pires qu'elles ne devraient l'être. J'ai regardé le classeur. Non, Bastien. Je traite enfin les choses pour ce qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton urgence n'est plus automatiquement la mienne. Il est resté silencieux. Puis il a dit, nous sommes ta famille. Je sais. Alors pourquoi fais-tu ça? J'ai regardé par la fenêtre les valises, les enfants, la femme qui avait décidé que ma maison était la solution à ses vacances gratuites. Parce que je veux que ma famille se souvienne que je suis une personne avant d'être une ressource. Bastien n'a pas répondu, alors j'ai continué. Tu savais que j'étais en convalescence. Je sais. Tu savais que je ne pouvais pas m'occuper de 4 personnes. Je sais. Tu as quand même loué ta maison. Un autre silence pesant. Puis doucement, il a dit, Élodie pensait que tu dirais oui. J'ai fermé les yeux. Elle était là, la vérité. Pas un malentendu, pas une urgence, une attente. J'ai rouvert les yeux et j'ai regardé à nouveau le classeur. C'est le problème, j'ai dit. Quoi? Vous pensiez que je dirais toujours oui. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai fermé le classeur. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. Parce qu'à l'intérieur de ce classeur se trouvait autre chose. Quelque chose qu'ils avaient oublié que je contrôlais. Quelque chose qui pouvait tout changer. L'enveloppe était glissée dans la pochette avant du classeur. J'avais presque oublié qu'elle était là. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur la table. Pendant des années, Bastien avait parlé de ma maison comme si elle était déjà à lui, pas officiellement. Jamais d'une manière qui puisse être reprochée. Mais dans les conversations, il disait des choses comme « quand on reprendra la maison, ou on rénovera probablement la cuisine un jour ». J'avais toujours souri à ces remarques. Je ne l'avais jamais corrigé. Peut-être que ce silence l'avait encouragé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document de propriété que j'avais préparé des mois plus tôt, mais jamais finalisé. Je l'ai relu. La formulation était simple. Ma maison restait sous mon contrôle exclusif, et personne n'avait la permission de l'utiliser, de contracter un prêt dessus, de l'occuper ou de prendre des dispositions la concernant sans mon accord écrit. Je n'avais besoin de menacer personne. J'avais simplement besoin d'arrêter de prétendre que leurs suppositions étaient des accords. J'ai signé la dernière page d'un trait ferme. Puis j'ai remis le document à l'intérieur du classeur.
Dehors, la voix d'Élodie était devenue plus forte. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. J'ai entendu Bastien dire quelque chose de trop bas pour être entendu. Les enfants pleuraient maintenant. Une partie de moi voulait ouvrir la porte juste pour faire cesser le bruit. Ce vieil instinct était puissant. Répare ça. Calme tout le monde. Rends tout le monde à l'aise. Prends le blâme s'il le faut. Je faisais cela depuis des décennies. Mais cette fois, je suis restée assise. Mon téléphone a sonné. Élodie, j'ai répondu. Tu as dit que tu aiderais avec les enfants, a-t-elle lancé sèchement. Je n'ai jamais dit ça. Tu le fais toujours. Je le faisais autrefois. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que les choses ont changé. Elle a ri amèrement. Tu nous punis parce que tu es en colère. Non. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une limite. Tu as perdu la tête. J'ai pris une inspiration. Non, je l'écoute enfin. Elle s'est tue brusquement. Tu sais ce que ça fait aux enfants, a-t-elle demandé. Oui. Alors comment peux-tu faire ça? J'ai regardé les photos de famille accrochées dans la pièce. Des photos de Bastien petit garçon, son premier jour d'école, sa remise de diplôme à Paris, son mariage, les petits quand ils étaient bébés. Je les aimais. Cela n'avait jamais été le problème. Le problème était que tout le monde avait appris à utiliser mon amour comme un levier pour obtenir ce qu'il voulait. Je tiens aux enfants, j'ai dit. Mais tenir à eux ne signifie pas vous laisser prendre des décisions pour ma vie sans me demander mon avis. Tu es égoïste. Peut-être. J'ai marqué une pause. Mais je suis enfin égoïste à propos de quelque chose qui aurait dû m'appartenir depuis le début. Elle a raccroché. Je m'attendais à un autre appel. Il n'est pas venu. À la place, 2 heures plus tard, un email est arrivé. C'était de l'école privée des enfants. L'objet concernait les arrangements pour les futurs frais de scolarité. Je l'ai ouvert. La bourse que je finançais ne continuerait plus selon l'accord existant. J'ai fixé l'écran. C'était la décision la plus difficile de la journée. Les enfants n'avaient rien fait de mal. Mais je savais aussi que si je continuais à payer chaque facture, rien ne changerait. Leurs parents apprendraient que même mes limites comportaient des exceptions. Je ne pouvais plus faire ça. J'ai envoyé une réponse courte. Pas de colère, pas d'explication, juste la confirmation que l'arrangement financier devait être réévalué. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, Bastien a appelé. Sa voix était différente cette fois. Maman, tu as annulé l'argent de l'école. J'ai changé l'arrangement. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Ce sont les enfants. Je sais. Tu les mets au milieu de tout ça. Non, Bastien. C'est toi qui les as mis au milieu quand tu as intégré mon soutien financier dans ton budget familial. Il n'a pas répondu. J'ai continué. J'ai passé des années à m'assurer que ta famille ne manque de rien. J'ai payé des choses parce que je voulais aider, pas parce que vous y aviez droit. Tu fais ça à cause d'Élodie. Non. Alors pourquoi? Parce que je comprends enfin la différence entre aider quelqu'un et le porter à bout de bras. Il a pris une longue inspiration. Qu'est-ce que tu attends de nous? La question m'a surprise. J'ai failli rire. Je n'attends rien. Alors quoi? Je veux que vous rentriez chez vous. On ne peut pas. Si, vous pouvez. Élodie a loué la maison. C'était sa décision. Nous n'avons nulle part où loger. Si, vous avez des solutions. Il est resté silencieux. Puis j'ai entendu quelque chose dans sa voix que j'avais rarement entendu auparavant. De la peur. Maman, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. C'était le moment où je cédais habituellement. Un mot de Bastien quand il était jeune suffisait pour que je lui donne tout ce qu'il voulait. Mais il n'était plus un enfant. Moi non plus. Vous allez trouver une solution, j'ai dit. C'est tout. Oui. Tu choisis vraiment ça? Non. J'ai regardé vers la porte d'entrée.
C'est vous qui avez choisi cela quand vous avez décidé que ma réponse n'avait aucune importance. La ligne est devenue silencieuse. Puis l'appel a pris fin. Je suis restée assise là pendant plusieurs minutes. Je ne célébrais rien. Je ne souriais pas. J'étais en deuil. Parce que poser une limite n'efface pas l'amour. Parfois, cela révèle simplement l'étendue des dégâts qui se cachaient dessous. J'ai ouvert le classeur une dernière fois cet après-midi-là. Il restait un dernier document à réviser, l'acte de propriété. Et à côté se trouvait une note que j'avais écrite il y a des années. Cette maison est pour ma paix. J'ai lu ces mots 2 fois. Puis j'ai enfin compris ce qu'ils signifiaient. Pas un jour lointain, pas après que tout le monde soit à l'aise. Maintenant. 3 jours ont passé, pas de coup à la porte, pas d'appel, pas de message. Le silence semblait étrange au début. Pendant si longtemps, ma vie avait été remplie par les urgences des autres que j'avais oublié à quoi ressemblait un matin ordinaire. Personne ne criait dans le couloir. Aucun enfant ne demandait où étaient les biscuits. Pas d'Élodie m'appelant parce qu'elle avait besoin d'un service, juste pour cette fois. Pas de Bastien me demandant de le sauver d'un problème qu'il avait aidé à créer. Juste les oiseaux devant ma fenêtre, le ronronnement du réfrigérateur, et le tic-tac tranquille de l'horloge au-dessus de la porte de ma cuisine. J'ai fait du café et je l'ai emporté vers mon fauteuil préféré. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me demandais pas combien de temps je pourrais rester debout avant que mon corps ne commence à me faire souffrir. Je ne me préparais pas à l'arrivée de quelqu'un. Je n'attendais pas une autre demande. J'étais simplement assise. Et c'était merveilleux. Ma convalescence progressait trop lentement à mon goût. J'avais encore besoin de ma canne, mais je pouvais marcher plus loin qu'avant. Je pouvais préparer des repas simples sans avoir besoin de m'asseoir à mi-chemin. Plus important encore, je commençais à faire confiance à mes propres décisions. Cet après-midi-là, Léa est passée. Elle a apporté un petit récipient de soupe maison et l'a posé sur le comptoir. « Comment vas-tu ? » « Mieux. » Elle a souri. « C'est bien. » Elle n'a pas posé de questions sur Bastien. Elle n'a pas demandé de détails sur la dispute. Elle n'a pas demandé si j'avais changé d'avis. C'était pour cela que je lui faisais confiance. Elle se souciait de moi sans exiger un droit de regard. Après son départ, je suis retournée au tiroir du couloir et j'ai sorti mon classeur. Je l'ai ouvert sur la table de la cuisine. Les documents que j'avais modifiés étaient toujours là. Ma nouvelle représentante médicale, les instructions financières mises à jour, les papiers de propriété, le plan de succession révisé, tout était en ordre. J'ai fixé les pages pendant un long moment. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je n'essayais pas de punir Bastien. J'essayais de m'assurer de ne plus jamais dépendre de quelqu'un qui ne respectait pas mes décisions. Il y avait une différence. Mon téléphone a sonné, c'était Bastien. J'ai regardé son nom apparaître sur l'écran. Pendant un instant, j'ai envisagé d'ignorer l'appel. Au lieu de cela, j'ai répondu. « Bonjour. Maman. » Sa voix était plus calme. « Comment vas-tu ? » J'ai presque mis du temps à reconnaître la question tant elle était rare. « Je vais mieux. »« Bien. » Une pause a suivi. Puis il a dit, « Nous sommes de retour à la maison. » Je m'en doutais. On a trouvé une autre solution pour les enfants pendant la journée. C'est une bonne chose. Une autre pause. « Maman, je sais que tu es en colère. » J'étais en colère. Et maintenant ? J'ai regardé le classeur. Maintenant je suis fatiguée. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses s'étaient dégradées. Je l'ai cru. C'était la partie la plus triste. Parfois, les gens ne remarquent pas le poids que vous portez parce que vous êtes devenu trop doué pour le porter sans vous plaindre. J'aurais dû demander, a-t-il dit. Oui. J'aurais dû écouter quand tu as dit que tu ne pouvais pas l'aider. Oui, il a soupiré. Élodie est furieuse. Je ne peux pas contrôler cela. Je sais. Le silence entre nous n'était plus hostile. Il était simplement inhabituel. Est-ce que tu changes tout ? A-t-il demandé. Je savais ce qu'il voulait dire par là. Oui,
Tout. Les choses qui ont besoin d'être changées. Il est resté silencieux un long moment. Est-ce que ça veut dire que je n'hériterai pas de la maison? J'ai fermé les yeux. C'était là. Encore et toujours. Pas est-ce qu'on va bien. Pas comment puis-je arranger les choses. La maison. La maison n'est pas une récompense, j'ai dit. Je sais. Non, Bastien. Je ne pense pas que tu saches vraiment. Il n'a pas argumenté cette fois. J'ai continué. J'ai passé des années à penser que te laisser tout était la même chose que prendre soin de toi. Mais tu es un adulte. Tu as ta propre famille, tes propres responsabilités. Je comprends. J'espère que oui. Une autre pause. Puis il a dit, est-ce que je peux venir te voir un jour? J'ai regardé autour de ma cuisine silencieuse et propre. Pas encore. Il avait l'air déçu. D'accord. Quand je serai prête, je t'appellerai. Entendu. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Cela m'a surprise. J'avais passé des années à croire que dire non signifiait forcément blesser quelqu'un. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Parfois, dire non est la seule façon d'empêcher le ressentiment de remplacer l'amour. J'ai fermé le classeur. Puis j'ai remarqué l'enveloppe que j'avais transportée pendant des jours. Le document de propriété finale. Je l'ai ouvert une dernière fois. Tout était clair. Ma maison restait mienne. Mes décisions restaient miennes. Mon avenir restait mien. J'ai signé la dernière page. Puis j'ai placé le document à l'intérieur du classeur et j'ai fermé la couverture. Dehors, la lumière de l'après-midi s'étirait sur la pelouse. La maison avait l'air exactement la même qu'auparavant. Mais pas moi. Pendant des années, j'avais cru que la paix signifiait garder tout le monde heureux autour de moi. Maintenant je savais mieux. La paix signifiait être capable de s'asseoir dans sa propre maison sans attendre que quelqu'un vous dise ce que vous lui deviez. J'ai ramené le classeur au tiroir avant de le verrouiller. Je l'ai regardé une dernière fois. Puis j'ai souri, non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais enfin arrêté de perdre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas réveillée en me demandant qui avait besoin de moi. Je n'ai pas cherché mon téléphone. Je n'ai pas vérifié l'allée. Je n'ai pas écouté les bruits de pas suspects dehors. Je suis simplement restée au lit à écouter le calme. Puis j'ai souri. Il y avait quelque chose de presque étrange à n'avoir rien à réparer pour les autres. J'ai fini par me lever, j'ai fait du café, et j'ai ouvert les rideaux. La rue semblait ordinaire. Un camion de livraison passait. Un chien aboyait quelque part à proximité. Une femme marchait vers le coin de la rue avec un sac de courses. Rien de dramatique, rien d'urgent, juste la vie qui suit son cours. J'ai emporté mon café au salon et je me suis assise près de la fenêtre. Le classeur était toujours dans le tiroir du couloir. Je savais exactement où il se trouvait. Pendant des années, j'avais traité ces documents comme quelque chose qui existait pour tous les autres. Mon fils, sa femme, les petits-enfants, l'avenir. Mais maintenant, je comprenais que ces papiers parlaient aussi de moi. Mes souhaits, ma propriété, mon argent, mes décisions médicales, ma vie, et il n'y avait rien d'égoïste à avoir le contrôle sur tout cela. Vers midi, mon téléphone a vibré. Un message de Bastien. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé ma réponse, je vais de mieux en mieux. J'espère que vous aussi. Je n'ai rien ajouté d'autre. Pas d'invitation, pas d'excuses, pas de promesses, juste la vérité. Quelques minutes plus tard, il a répondu. Je le suis, nous devrions parler un jour. J'ai souri faiblement. Quand je serai prête. Cette fois, il n'y a pas eu de dispute, pas de culpabilité, juste un d'accord maman. J'ai posé le téléphone. C'était peut-être ainsi que la guérison commençait véritablement. Pas avec une réunion dramatique. Pas avec tout le monde comprenant soudainement tout, mais avec des gens apprenant enfin que vos limites étaient réelles.
Je suis retournée à la cuisine et j'ai ouvert le tiroir. Le classeur m'attendait. Je l'ai sorti et je l'ai posé sur la table. Un instant, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. L'arrivée inattendue, les valises, les enfants qui pleuraient dehors, les accusations d'Élodie, les excuses de Bastien, les décisions financières, les papiers de propriété. Tout cela avait commencé avec 4 coups à la porte à 7h12 du matin. 4 coups qui étaient censés me forcer à reprendre le rôle que j'avais joué pendant des décennies. Mère, baby-sitter, banque, contact d'urgence, celle qui résout les problèmes, la personne qui disait toujours oui. Mais ces 4 coups m'avaient donné autre chose à la place. De la clarté. J'ai ouvert le classeur à la première page. Mon écriture était toujours là, nette, régulière, assurée. J'ai passé mon doigt sur la page et j'ai pensé à la femme qui avait écrit ces mots il y a des années. Elle avait été généreuse. Elle avait été loyale. Elle avait été terrifiée à l'idée de décevoir les gens qu'elle aimait. Je ne détestais pas cette femme. Je la comprenais. Elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait à l'époque. Mais j'en savais plus maintenant. L'amour ne nécessite pas de se rendre totalement. La famille ne signifie pas un accès illimité à votre vie. Et être une mère ne signifie pas rester responsable des choix d'un enfant adulte pour toujours. J'ai fermé le classeur. Puis je l'ai ramené au tiroir. Je l'ai verrouillé. Pas parce que j'avais peur de qui que ce soit, mais parce que certaines choses méritent de rester à moi. J'ai marché vers la porte d'entrée. Ma main s'est posée sur le verrou. Une seconde, je me suis souvenu d'Élodie debout dehors, les valises, les accusations, l'attente qu'éventuellement je finisse par céder. J'ai presque eu de la peine pour la femme que j'étais avant ce matin-là. Presque. Puis j'ai ouvert la porte. Le perron était vide. Pas d'enfants, pas de bagages, pas de voix en colère, juste la lumière du soleil de l'après-midi. Je suis sortie prudemment, m'appuyant sur ma canne. L'air était doux. J'ai arrosé les géraniums à côté des marches. Puis je me suis assise dans le fauteuil que j'avais gardé là pendant des années, mais que j'utilisais rarement. J'ai pris mon livre sur la petite table à côté de moi. La page que j'avais marquée m'attendait toujours. J'ai commencé à lire lentement, paisiblement. Pas d'interruption, pas de demande, pas de culpabilité. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que ma vraie vie commence enfin. C'était ma vraie vie. Cette maison était mienne. Ce temps était mien. Ce choix était mien. Et si ma famille voulait une place dans mon avenir, elle devrait y entrer par une porte qu'elle ne pourrait plus forcer. Il devrait frapper. Et cette fois, je déciderai si j'ouvrirai ou non. Cette histoire nous rappelle avec force que poser des limites n'est pas un acte de méchanceté mais un acte de respect envers soi-même. Marguerite a dû faire face à la réalité douloureuse que sa gentillesse était perçue par son fils et sa belle-mère non pas comme un cadeau mais comme un dû. En France comme ailleurs, la pression familiale peut être immense surtout lorsqu'on avance en âge, mais être un parent ne signifie pas être une ressource inépuisable à la disposition des caprices des adultes. La leçon ici est simple mais vitale, votre paix intérieure vaut plus que le confort de ceux qui refusent de respecter vos besoins. Marguerite a repris le contrôle de son foyer et de son avenir, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour dire non et pour se choisir. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû poser des limites fermes à des membres de votre famille qui abusaient de votre générosité? Comment avez-vous géré la culpabilité qui accompagne souvent ce genre de décision? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même situation aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits de vie inspirants.